ce qu'on peut faire, parce qu'on a des idées aujourd'hui, on peut faire 6 heures de course dans ta fameuse course de 12 heures avec la chicane et puis 6 heures sans. Ce qui est marrant, c'est de voir que cette manche du Castellet, elle a eu lieu à la fois. Ah là, maintenant, elle est intégrée au Le Mans Series et c'est vraiment une manche pilier, on va dire, du championnat. C'est vrai. Mais avant, ça a été organisé dans le cadre du BPR, dans le cadre du championnat d'Europe 2 litres. Et il y a même eu une manche ISRS. Ça, un jour, on fera un épisode sur l'ISRS. Ah oui, il faut. Quoi. Mais sinon, ça pourrait faire une autre victoire à l'MP2 Pro-Am. Est-ce que ce week-end au Castellet, ça sera la même chose justement? Est-ce qu'une LMP2 Pro-Am pourrait, un peu à l'instar d'AF Corset, s'imposer? Ça, c'est une bonne question quand même. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine, vous le savez, en compagnie du rédacteur spécialiste de l'endurance, mais pas que, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors cette semaine, je suis content parce qu'on va parler dans notre podcast de la deuxième manche de la saison 2025 de LMS. Je suis content parce qu'on a eu une ouverture de saison spectaculaire à Barcelone, devant plus de 30 000 spectateurs. C'était la reprise du championnat européen. Et bien là, on va donc se retrouver dans le sud, dans le Var, en France, mesdames et messieurs. Et on va tout vous expliquer sur cette épreuve des 4 heures donc, du Castellet sur le circuit Paul Ricard. Ce sera les 3 et 4 mai. Si vous voulez venir le 2, vous pouvez dès le vendredi, mais c'est globalement 3 et 4 mai. Et bien, on va essayer d'être le plus complet possible. Comme vous le savez évidemment dans l'Endurance Club, on va vous donner des chiffres, des petites infos insolites et historiques. Parce que cette année, c'est un peu justement la saveur et la couleur qu'on veut mettre dans nos épisodes. Et puis des statistiques, toujours évidemment, qui vont nous permettre de encore mieux connaître et partager cette passion que l'on a du monde de l'endurance, un monde de l'endurance qui justement est assez lié avec la France, mine de rien, Geoffroy. European Le Mans Series, voilà, c'est dans le nom évidemment. On a encore 44 voitures engagées, ça c'est toute la saison qu'on aura le chiffre clé de ces voitures qui sont présentes, et on va avoir donc du spectacle, je pense, dans le sud. C'est un circuit finalement, le Castellet, qui offre toujours pas mal de petites surprises et qui offre des stratégies un petit peu différentes, d'autant plus que cette année, je pense que tu as dû le voir, on n'utilisera pas la grande ligne droite du Mistral, mais elle sera entrecoupée de chicanes, ce qui peut déplaire déjà aux fans qui aiment la vitesse de pointe, mais surtout ce qui peut plaire parce que il peut y avoir des petites erreurs justement et des tentatives de dépassement au freinage de la chicane. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oh, tu me lances direct sur le T'as tracé. Non, mais je vois que t'es à l'aise là. T'es à la maison là, parce qu'on parle de LMS, on parle de Castellet, donc ça fait vraiment, c'est ton jardin quoi. Moi j'aime bien. Enfin, c'est une course que j'aime beaucoup toujours et je sais pas si c'est. Moi aussi tout de suite je vais partir dans un truc un peu bizarre, mais moi je serais presque prêt à militer pour qu'il y ait une course d'endurance au Castellet. Quand je dis une course d'endurance, c'est une manche de WEC par exemple qui fasse, je sais pas, 12 heures, tu vois. Ah, sympa. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais quelle horreur, quoi, le Castellet, il n'y a pas de dégagement, c'est que des trucs sécuritaires, machin, on va se faire chier, les courses au Castellet, quand il y avait la Formule 1, c'était une purge et tout ça. Moi, franchement, j'ai plutôt des bons souvenirs des courses de GT World Challenge. C'est vrai. Les courses de support, parce que c'est différent, tu vois, c'est des trucs qui font 40 minutes, 1 heure, mais j'ai plutôt des bons souvenirs aussi. Et moi j'adorerais avoir, vu que c'est un circuit qui est souvent utilisé par les constructeurs pour préparer le Mans, moi j'adorerais qu'on ait une manche je crois que je l'avais déjà dit en plus, tu vois, genre en mai ou même, je sais pas, 3 semaines avant le Mans, une manche de 12 heures au Castellet, départ midi, arrivée minuit, je kifferais quoi. Ah ouais, pas mal. Ah, moi je suis preneur aussi. Parce qu'en plus, si tu veux, ce qui est assez intéressant, c'est sûr que pour les pilotes pros, c'est pas forcément une plus-value. Mais pour les pilotes gentlemen, des pilotes bronze, en fait, ils peuvent aller justement chercher les limites un petit peu plus parce qu'il y a ces fameux dégagements en run-off derrière le vibreur. Bon, faut pas trop se rater parce qu'on a vu qu'en Ultimate Cup Series, ça pouvait vite... n'en parle pas. Non, je n'en parle plus, mesdames et messieurs. Mais c'est vrai qu'on a vu que ça pouvait quand même se terminer un peu au-delà des rails et avec des images spectaculaires. Mais je trouve qu'il a quand même un sacré charme, moi, ce circuit. Il y a des courbes un peu rapides au début. Après, tu as une section un peu plus, comment dire, sinueuse vers le virage du camp. Puis après, tu as la grande ligne droite qui, là, pour le coup, est entrecoupée. Je crois que c'est des raisons de sécurité avec les pressions pneumatiques et avec peut-être une inquiétude
sur ce qui peut se passer parce que on a eu la confirmation à Barcelone que c'était pas forcément simple au niveau de l'usure dans les courbes rapides, et j'imagine que le fait de passer signe quasi à fond pour les LMP2 et de se retrouver avec le vibreur à l'extérieur qui peut trancher le pneu, c'était une contrainte et ça pouvait être une préoccupation. Et donc voilà ce qui explique le fait qu'on utilise la ligne droite mais entrecoupée de la chicane. Moi je trouve pas ça si mal finalement, mais ça va changer un peu la donne. Et puis au Castellet, il y a une variété de tracés possibles. Enfin, en fait, c'est quand même ça aussi un des principaux intérêts de ce circuit-là, c'est qu'il a tellement de configurations possibles en comparaison des 24 heures du Mans où, bon, j'exagère, t'as quand même, t'as quand même d'autres pistes, quoi, t'as Maison Blanche, ça. Mais bon, globalement, t'as quand même pas beaucoup de tracés possibles. Au Castellet, t'as plein de configurations, donc c'est intéressant aussi de les utiliser. J'ai une petite anecdote, je commence là-dessus. Ah. J'ai une anecdote de GT World Challenge où, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, en tout cas, où moi j'y avais été, c'était pas si vieux, quand je dis à l'époque, on dirait ma fille quand elle parle. C'était à l'époque, oui, bah, c'était il y a 3 ans. Je sais plus quand c'était, mais bref, c'est peut-être 22-23. Ils utilisaient la configuration comme tu en parles là pour la course de Super Trofeo de Lamborghini. Et par contre, ils utilisaient la configuration avec la pleine ligne droite de signe pour le GT World Challenge, pour les GT3. Et en fait, ça s'expliquait un peu, notamment, pour des raisons de sportivité, de valorisation, on va dire. Parce qu'en gros, moi, ce qu'on m'avait expliqué, c'est que s'ils mettaient la config full ligne droite avec les Troféos, ça allait plus vite. C'était potentiellement un temps au tour plus rapide que les GT3. Ouais. Pas mal. Parce qu'elles ont moins d'aéro, mais elles ont beaucoup plus de... Enfin, je crois qu'elles ont plus de puissance. Et bref, les passages en course sont un peu différents, mais par contre, sur la ligne droite, ça envoie du double poney, quoi. Donc, ils se sont dit... c'est quand même... Puis bon, c'est aussi un peu moins l'intérêt. C'est un peu comme les GT2, tu sais, qui sont des championnats où, t'as de l'aéro, mais... un peu moins, enfin c'est des voitures plus tournées de gentleman, on va dire. Donc voilà, mais en tout cas c'est marrant parce qu'ils utilisaient, donc dans le week-end, ils modifiaient la config du circuit pour pouvoir mettre les Lamborghini. Alors sinon, ce qu'on peut faire, parce qu'on a des idées aujourd'hui, on peut faire 6 heures de course dans ta fameuse course de 12 heures avec la chicane et puis 6 heures sans. Bon, les 24 heures series, ils pourraient faire ça franchement. Ça, des fois ils font des trucs compliqués. Je leur tape dessus maintenant, c'est devenu, enfin crève-antique. Ça va être le running gag. Ça va alimenter un peu toutes les gens de l'Endurance Club. Non, mais ouais, eux, ils faisaient des trucs comme ça des fois. Tu sais, ils faisaient des trucs un peu bizarres hein, ou des règles. Allez, on va mettre le code 60 ça. Et puis. Code 60, on met des plots et après. Et on fait aussi. Non, mais attends, c'était. Non, c'est en VLN ou c'est même au 24 heures du Nürburgring où il y a toujours ce truc. J'ai jamais compris là, tu sais, où pour rentrer au stand. Ah oui, faut que tu passes par le circuit Grand Prix. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment ça marche ce truc, mais. Alors en fait, tu gagnes vachement de temps quand tu rentres au stand, quoi. Parce que tu coupes juste 20 bornes du circuit. Ah, mais franchement, évidemment, hein, j'imagine qu'il y a une règle et qu'elle est claire quand tu la comprends, mais j'espère. Moi, j'ai jamais creusé et ça me paraît bizarre à suivre, quoi. Tu vois, bref. Mais là, il n'y a pas ce problème en ELMS. Non, là, pour le coup, c'est vrai que c'est pas mal. De toute façon, moi, j'ai l'impression que c'est certes un terrain de jeu et je suis à la maison, mais c'est aussi le terrain de jeu de l'ELMS parce que quand on avait fait un épisode l'année dernière où on retraçait un peu l'histoire de cette course, d'ailleurs on va y revenir hein, sur l'histoire de cette course, je crois quand même que les Européennes Le Mans Series ou même à l'époque les Le Mans Series ils viennent régulièrement parce que depuis 2010 si je dis pas de bêtises sans discontinuer on vient ici. Donc c'était, tu m'avais fait un quiz d'ailleurs à cette époque-là, quelle est la piste qui est la plus visitée par le LMS je crois que ça faisait partie du duo de pistes, hein. Je crois qu'il y avait Spa et Castellet, non? Mais en fait c'est depuis que les LMP2 sont la catégorie reine. Il y a chaque année eu une course au Castellet, ça c'est sûr. Il y a même eu 2 en 2020. Oui. Et effectivement, avant, il y a eu 2 éditions. Il y a eu 2010 où j'étais notamment, où c'était les LMP1. Mais il y avait une vraie volonté. En fait, dès que le circuit du Castellet, le circuit Paul Ricard, a été réouvert, on va dire, à la compétition, parce qu'avant c'était un circuit d'essai, mais c'était une piste privée. Enfin, voilà, il n'y avait pas de compétition d'organiser. Ouais, pendant une dizaine d'années, de 99 à 2009 ou 10. C'est ça. Et dès qu'ils ont réouvert avec Stéphane Clair à l'époque notamment, qui était en charge du circuit, dès qu'ils ont réouvert, les Le Mans Series se sont empressés d'y aller. Le FIA GT1 aussi d'ailleurs. Je crois que c'était un événement. Je crois que c'était le FIA GT1 qui était la première course depuis que le circuit était réouvert au public. Tu vois, avec genre 2 tribunes, enfin vraiment rien. Enfin, il y avait rien pour accueillir du public en fait. Et si, il restait les monticules de terre des années 80, 70-80. Ah bah voilà. La bosse à l'extérieur du virage de Signe et du double droit du Bosset. Ah mais je pense que ça fait partie des circuits qui ont, pour ceux qui les fréquentent depuis longtemps, à mon avis Yannick Dalmas il pourrait nous en parler pendant des heures,
Oh, Je oui. pense que ça fait partie des circuits qui ont le plus changé entre leur inauguration, donc là 70 en l'occurrence, et aujourd'hui quoi. Enfin, Yannick Dalmas, il doit avoir des souvenirs du Ricard totalement différents. Je parle de lui parce qu'il est originaire du coin et qu'il y allait en moto, machin, enfin. C'est, Oui. à mon avis, ça doit être. Enfin, il a beaucoup, beaucoup changé. Moi, qui le connais depuis une quinzaine d'années, déjà, je suis surpris des changements. Donc, Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, il y a toujours cette envie d'évoluer, etc. ouais, ils Et sont c'est très vrai en que pointe Yannick là-dessus. Ouais. Dalmas, bah, voilà, connaît bien parce que c'est le natif du Bossé. Donc, si tu veux, il est Ah bah vraiment oui. à côté, quoi. Et d'ailleurs, on avait quelques stats aussi là-dessus parce que bah, depuis 1970, il y a eu des courses donc d'endurance. Et bah, c'est assez fou de voir que des pilotes, tu vois, à chaque fois qu'on se remet dans l'action ou en tout cas dans les statistiques, on se rend compte qu'il y a des Jean-Pierre Beltoise, Jean-Pierre Jarier, Didier Theys, Helmut Marko qui ont réussi à gagner, Gérard Larousse aussi, et Jean-Pierre Jabouille qui ont réussi à gagner sur cette piste. Franchement, ça fait quand même plaisir de se dire que un peu on est dans cette histoire-là et on continue. Ce qu'avait ouvert donc Brian Redman à l'époque tout seul pendant 300 km pour bah, s'imposer avec sa Chevron quoi, en 70. Ouais, non mais carrément. Et même les voitures aussi, parce que là tu parles des pilotes, mais quand tu regardes des voitures qui ont gagné, il y a de la McLaren F1 GTR. Parce qu'en fait, c'est Ah ouais, une t'as raison. manche. En fait, ouais, en fait, les courses. Là, on utilise donc le nom 4 heures du Castellet, mais comme tu l'as dit, parfois c'était plus court, parfois c'était plus long, etc. Et en fait, ça peut être organisé dans le cadre de championnats différents. Et ce qui est marrant, c'est de voir que cette manche du Castellet, elle a eu lieu à la fois. Ah là, maintenant, elle est intégrée au Le Mans Series et c'est vraiment bah, une manche pilier, on va dire, du championnat. C'est Mais vrai. avant, ça a été organisé dans le cadre du BPR, dans le cadre du championnat d'Europe 2 litres. Et il y a même eu une manche ISRS. Ça, un jour, on fera un épisode sur l'ISRS. C'est Ah vraiment oui, il incroyable, faut. quoi. C'est Avec quoi, le c'est deux courses 333 je crois qu'il y SP avait qui eu gagne. en Ouais, 98, non? ouais, 98, c'est ça. Et ça, c'est vraiment c'est marrant parce que franchement, alors trouver des images de ça, ça doit être un peu compliqué, je pense. Il y avait Ah, pas je sais beaucoup de pas. monde. Mais tu sais que j'en ai parlé avec Loïc Depaillé quand j'ai fait un épisode de Trajectoire avec lui. Il a roulé en ISRS. C'est Ah la incroyable. vache. Ah ouais. Moi, je me connectais, je me connectais à un ordi. C'était vraiment les débuts d'accès à Internet chez moi, je Ah pense. ouais. J'essayais de récupérer les résultats sur le site de la FIA. Et en fait, c'était un peu codé avec le cul déjà. Et surtout, tu sais, ils mettaient. Enfin, aujourd'hui, c'est fou, mais ils mettaient des photos en qualité, mais genre. Comme tu peux les mettre aujourd'hui, quoi. Genre, j'ai n'importe quoi, mais ouais, en 1080p, en 4 mégas la photo. Mais à l'époque, on avait des modems qui supportaient pas ça du tout, tu vois. Eh bah oui. Donc moi, en fait, j'allais, je sais pas, je voyais qu'il y avait des photos, donc je cliquais pour l'ouvrir en grand. Et tu sais, tu vois, c'est un peu comme le Minitel, hein, pour faire la comparaison. Tu vois vraiment l'image, tu sais, qui apparaît au fur et à mesure. C'est ça. Tac, tac, tac. Et à un moment, Et je me dis, c'est allez, là, François ça va être. Mitterrand qui est donc élu. Ouais, bah là, voilà, c'est ça. Alors, bah, moi, en fait, non, c'était bien des bagnoles, hein, ça, y a pas de problème. Mais par contre, tu sais, j'étais vraiment. Je voyais le truc apparaître, je me dis, allez, c'est quoi? C'est une 333 SP? Ah non, je reconnais pas. Tu sais, allez, ça continue de charger, je fais, Ah, oh c'est non, c'est une énorme. vieille SR1 dégueulasse. C'est une Spice, je sais pas quoi. Et en fait, ou une Lola, tu sais, tu fais, ah non, elle est pas belle, quoi. Bon, bah, Ouais, je vais c'est voir ça. une autre. Ouais, Ah, donc mais là, voilà. tu passais 3 heures, quoi. Ouais, ouais, je Non, maintenant, passais ça a 3 bien heures. changé. Mais il faudrait que je retourne sur ce site. Il doit y avoir des pépites, franchement, en termes de photos, ça va être incroyable. Ah, c'est pas mal, effectivement. Bon, là, maintenant, les spectateurs ont l'occasion de prendre des photos beaucoup plus Ouais, ça va. rapidement et puis surtout avec de meilleures définitions. Spectateurs, d'ailleurs, qui, l'année dernière, étaient venus quoi, aux alentours des 22 000, je crois, qui étaient présents au Castellet. Moi, j'en profite pour dire quand même que l'occasion est trop belle. Déjà, bah, de se retrouver dans le sud, c'est toujours bien. Espérons qu'il fasse beau. J'ai pas regardé encore la météo et les prévisions pour le week-end donc qui va arriver. Mais en tout cas, bah, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui vont venir parce que on a des entrées à partir de 10 € pour le dimanche. Et puis, moi, ce qui m'a bien plu, alors évidemment, c'est le LMS qui m'en a parlé, donc moi, je suis très contente de le rappeler. Il y a le Golden Ticket Le Mans. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que Ah ouais, c'est quoi? la billetterie, elle est fermée. Et ben en fait, si tu fais partie du club ACO, parce que nous, on fait partie de l'Endurance Club, mais tu as aussi le club ACO qui est présent sur place. Je crois même d'ailleurs sur des manches de WEC aussi. En tout cas, il y a une petite tombola qui est ouverte à tous les spectateurs qui ont pris un billet, que ce soit à Ok. 10 € pour le dimanche ou même pour le week-end. Et tu peux gagner une ou deux places pour les 24 heures du Mans alors qu'il n'y a plus aucun billet qui se Ok. vend. Donc bah, ça ajoute un petit peu à l'intérêt aussi. C'est un peu l'une des dernières possibilités d'avoir ce gain-là pour venir aux 24 heures du Mans, quoi. Ok. Ah bah je savais pas. Ouais, j'adore. Tu vois, Bonne c'est pas mal. initiative ça.
Bah ouais, en plus il y a un rooftop, soirée rooftop le samedi. Bon ça je pense que je serais un peu trop mort après toute ma journée j'allais dire, toi, pour y aller. Moi je dormirais, moi, ça. Moi je serais sur les portières, je serais pas sur le rooftop, moi. Ah ouais, non, je te vois pas y aller. Non, j'aimerais pourtant, parce que j'aime beaucoup la DJ qui sera là-bas, mais eh ben, je pense que je serai au lit en train de me reposer pour le lendemain. Bon, alors, tant Mais qu'on voilà. tant qu'on est dans cette présentation un peu historique, on peut faire un lien quand même avec le moderne. Je sais pas, enfin, on va détailler un petit peu après les enjeux, on va revenir sur la première course, j'espère. J'ai une petite stat, j'ai un petit quiz quand même pour toi, tu sais, tu connais, je prépare des trucs. Bien sûr. Bon, il y a un constructeur qui a... donc là, je parle depuis que les 4 heures du Castellet sont en European Le Mans Series et que ce sont des LMP2 qui peuvent se battre pour la victoire. Donc quoi, 2013, depuis 12, 13. Ah, quoi qu'en 2012, c'était 6 heures au Castellet. Il y a eu 14 courses disputées, il y en a eu 11 remportées par des Oreca. Bon, ça, c'est pas vraiment une surprise, tu te doutes bien, catégorie LMP2, etc. Mais quels sont les autres constructeurs vainqueurs, du coup? Alors attends, parce que moi j'en ai commenté des courses, hein, je donc, peux te dire 11 de sur LMS 14, depuis 2013. Donc en fait on en cherche 3, quoi. On en cherche 3. Alors attends, moi je me souviens, en 2018, j'ai toujours cru que c'était une Dallara, mais non, c'est l'équipe espagnole Racing Engineering qui avait gagné, donc ça je me souviens avec Olivier Plat, avec Paul Petit et Norman Nato, ça m'avait marqué. Tu parles de quand? Quelle année t'as dit? Non, j'ai dit 2018, mais c'est une Oreca. Et j'ai toujours cru que c'était une Dallara. Donc je m'étais trompé. J'ai revu récemment les résultats. Je me suis dit, bah non, Dallara, il roulait en Oreca. Dallara, t'es bien. Mais oui, parce qu'il y a une Dallara qui a gagné. C'était pas les Russes? C'était 2017. Ah, c'est ça. Voilà, ça y est, je me souviens de ça. C'était SMP Racing qui avait gagné. Et par contre, l'autre. Ah, si, les voitures ouvertes. Il n'y avait pas Greaves qui. Si, mais l'année de leur titre en 2015. Ça, c'est bon. Ça, je l'ai. Donc Greaves Motorsport. C'était une Gibson Zytec, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, carrément, une Gibson. Voilà, bon, ça ok, et l'autre, je l'ai pas. Alors en fait, il y en a 2 autres, je me suis même trompé. Mais bon. Ah bon? Ouais, c'est. Bah, y en a... En fait, c'est du naming, quoi, donc c'est un peu moche. Il y a 2021, c'est une Horus qui gagne. Ah oui, c'est G-Drive, ok. Ouais, ok. Et 2014? Et 2014? Oh, qui c'est qui gagne en 2014? Je sais plus. Morand Racing. Ah, Morand sur une. Morgane. Voilà, une Morgane LMP. C'est ça, ok. Ok, le Pescarolo 0-1, quoi. Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment, c'est quand ça a été racheté par Jacques Nicolet et Hawk Racing. Ils ont renommé Morgane, mais voilà, après, c'était quand même une Pescarolo plus qu'une Morgane. Ah, trop bien! Ah bah tu vois, j'avais oublié ça. Et même la stat, elle va même plus loin. Il y a qu'une seule équipe, qui est d'ailleurs encore en activité, qui s'est imposée 2 fois dans toutes les courses que je viens de citer là. Il n'y a qu'une seule équipe qui a gagné 2 fois. En 14 fois? Ah oui, en 14 fois? Ah, j'avais pas fait gaffe à ça. Ouais. Ah ouais. Ah, ça va être peut-être un nouveau vainqueur cette année alors. Dis donc. Ou alors ça serait une confirmation de United, parce que c'est les seuls à avoir gagné 2 fois, 2020. Ah ouais, United. Mais oui, mais c'était en 2020 quand ils ont gagné 2 fois la même année. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a 2 courses, exactement. Ah ça, c'était la course Covid où en fait, l'organisation évidemment LMEM, c'est français, donc c'était plus facile, j'imagine, d'aller 2 fois au Castellet. Ouais. Et il y avait quoi? Il y avait une histoire de minutes, non, c'est pas ça? C'était. Ouais, il y avait 200 Castellet 240, c'était 4 Voilà, heures. c'est ça. Enfin, je me souviens pareil. Ouais, voilà, c'était 4 heures, mais c'était un format. Mais ils aimaient bien faire ça à une époque, donner des noms comme ça un peu à l'américaine, j'aime bien. Ouais, attends. Les 1812 km du Qatar, ça nous parle. Ouais, c'est vrai que celui-là, je l'aime un peu moins. Mais voilà, c'est bien, t'es bon, t'as tes connaissances Le Mans Series. Ah bah attends, non mais là le LMS, je peux te dire, c'est quand même un championnat que je porte dans mon cœur. Donc là, j'avais peu de raisons de me rater. Voilà. Ah non, mais pas mal, franchement, la Morgane, je l'avais complètement. La Horus, bon, ça, je l'avais sorti de ma tête aussi. Pourtant, c'est pas si vieux, 2021. Ouais, c'est vrai que. Non, je me souviens, 2021, c'était ma première saison complète aux commentaires en ELMS. Tiens, d'ailleurs, je serai aux commentaires. Bon, ça, c'est pas une nouveauté, puisque je suis depuis fin 2020. Mais surtout, je suis très content parce que, en fait, mes commentaires seront aussi sur le circuit. Voilà, c'est une des rares fois. Donc, je peux me targuer d'être sur le circuit. Donc, j'espère que j'accompagnerai tous les fans d'endurance qui se déplaceront. Je vais essayer de faire au mieux, mais c'est pas facile de faire du commentaire pour YouTube et de faire du commentaire aussi pour les gens qui sont sur place. Voilà. Je vais expérimenter ça dans un mois à Spa-Francorchamps. Ah bah voilà, donc tu me diras tu m'en diras des nouvelles. Ah mais ouais, non, c'est vrai que c'est 2 jobs différents, mais bon, après il y a un équilibre à trouver, quoi. Ouais, bien sûr. Donc attends, ça veut dire que si TF Sport par exemple, non, AO by TF s'imposait, ça serait une première. Qui s'est pas imposé? Cool Racing, enfin CLX. C'est pas imposé. Oh, ça serait bien d'avoir une victoire IDEC ou une victoire Panis. Panis, ouais, ça serait pas mal. Même si, je crois que TDS s'était imposé, non? Oui, avec
Ouais, c'est ça. Avec la Thiriet TDS, là, il y avait Mathias Bech dans l'histoire. Ouais, exactement. Pas En fait, mal, ok. c'était. Ouais, oui, c'est ça, avec Mathias. Ouais, Pierre Thiriet, tout ça, ouais. Ah, j'aimais bien là aussi cette époque. Mais du coup, bah oui, il y a peut-être pas beaucoup de possibilités de nouveaux vainqueurs. Attends, je regarde. Donc là, évidemment, on va retrouver dans la compétition 2025 AOBA ITF qui eh bien, est engagé en Pro-Am. On a vu que les LMP2 Pro-Am pouvaient gagner. Et je dis ça pas par hasard, parce que l'équipe TF Sport, quand ils étaient avec, toujours Louis Delettra bien sûr, mais avec Charlie Eastwood et Saïd Luch, eh ben, ils ont failli gagner avant de connaître un petit souci dans les dernières minutes de pneumatique justement et de délamination. Mais sinon, ça pouvait faire une autre victoire LMP2 Pro-Am. Est-ce que ce week-end au Castellet, ça sera la même chose justement? Est-ce qu'une LMP2 Pro-Am pourrait, un peu à l'instar d'AF Corset, s'imposer? Ben, ça, c'est une bonne question quand même. AF Corset ou une autre? Ah, alors ça peut être TDS aussi. Moi j'aime bien, tiens, on parlait de Mathias Bech, mais t'as Mathias Bech, Clément Novalak, Rodrigo Sales. C'est pas mal, parce que Clément Novalak, je crois que l'année dernière, si je dis pas de bêtises, avec l'équipe Inter-Europol Compétition, il était en tête avant d'abandonner sur problème de boîte de vitesse. Ok. Tu peux. On peut miser là-dessus. Non, mais je regarde en même temps. Non, pourquoi pas? Parce que là, évidemment, à l'issue de la manche de Barcelone, donc on sait que AF Corset s'était imposé au général devant Idexport Genesis. Algarve, moi, je vois derrière, du coup. Franchement, moi je vois bien quand même. Alors Algarve s'est déjà imposé, je crois, au Castellet. Oui. Mais je vois bien Panis Racing. Non, si, je crois. Mais je vois bien Panis Racing. Ouais. Algarve, il s'était imposé en 2023, je crois. Justement, l'année où ils ont dépassé dans les dernières minutes Racing Team Turquie. Et oui, oui, exact. Ouais, tu vois. Non, je vais pas me battre avec toi sur les connaissances Castellet. Là, on est vraiment dans ta zone, quoi. Bah là, on est dans ma zone. Non, mais tu parlais de United, tu vois, moi je les vois peut-être moins s'imposer cette année, quoique. Je dirais que c'est compliqué sur les premiers relais, par exemple, avec Manuel Maldonado, même si tu as Grégoire Saucy et Ben Hanley, mais bon, peut-être, à voir. Cela dit, c'est vrai que ça peut peut-être le faire. Ils étaient très à l'aise, en fait, avec une voiture, je pense, dans les configurations, voilà, 20-21, là où tu n'avais pas encore les mêmes types de pneus, etc. C'était peut-être un petit peu plus évident. Moi, je verrais bien une victoire, tiens, pourquoi pas Idexport. Mais Idexport, pas Genesis, mais Idexport, Idec, quoi. Paul Lafargue, Paul Louchatin et Job Van Uitert. Ouais. Bah, carrément. Je pense que ça sent la grosse saison. Ça sent la grosse saison Idec, enfin, Idec Genesis, comme tu dis, les deux. Je pense qu'il y a plein de trucs qui font que ça va être une grosse saison pour eux. Donc, ouais, une victoire ici, ça serait pas mal. Hein. Mais bon, attention Inter-Europol, parce que ça a été compliqué à Barcelone, notamment pendant le relais de Jakub Smikowski, mais on sait à quel point Tom Dillman est rapide. Puis bon, Niki Loli, c'est pas un amateur non plus. Pour l'instant, ils sont 10e du championnat. Ils ont marqué qu'un seul petit point. C'est vrai que quand tu reprends la liste du résultat, si tu veux, de Barcelone, donc je parle par catégorie, parce que on mélange pas les LMP2 Pro-Am et les LMP2. Hein, on a 4 catégories. LMP2, j'allais dire Pro, LMP2 Pro-Am, LMGT3 et puis LMP3, voilà, ma catégorie de cœur. Mais si tu regardes en LMP2, sur les 13 engagés, je pense que du CLX, ça peut faire mal. Iron Lynx, vu ce qu'ils ont montré à Barcelone, je me dis que, attention, tu vois, si Jonas Reed ne décolle pas dans la ligne droite. Ah ouais, c'était beau cette image-là. Ah, tu l'avais l'image. Ah bah oui, tu l'as l'image. Bien. Non, mais c'est un beau trio cette année, Kiroli, Capieto et Reed. Donc à voir, ça va quand même beaucoup se jouer. Moi je me souviens, c'était quoi? C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Je me suis enflammé sur la qualif où je me souviens plus, mais je crois qu'il y avait 8 pilotes en 5 dixièmes, quoi. C'est assez fou quand même. Mais je suis en train de regarder, tu vois, c'est marrant, la page Wikipédia, je t'écoute, mais je t'écoute pas en fait. Je suis en train de regarder, la page Wikipédia où ils font aussi un parallèle avec le FIA-GT, c'est-à-dire que vraiment, eux ils mixent, je sais pas s'il y a une appellation qui est partagée entre les 6 heures du Castellet ou les 1000 km, enfin maintenant c'est 6 heures du coup avec le GT. Mais c'est marrant parce qu'il y a vraiment, eux ils cherchent un peu plus le format quoi. Ils ont fait du 6 heures, ils ont fait du 3 heures, ils ont fait du 1000 km. Il y a eu un peu plus d'errement côté GT, j'ai l'impression, alors que côté endurance assez haut, donc GT proto mixé, quoi, multicatégorie, on va dire. Le format de 4 heures est fixé depuis un petit moment, c'est marrant. Voilà, ouais, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, récemment, non, mais petit clin d'œil à nos amis belges, WRT, qui se sont imposés pour une course de 6 heures de GT. Et c'était une des premières fois. T'en as parlé. Ouais,
que ça faisait ce format-là, avec Hugo de Wilde qui a gagné d'entrée, j'allais dire, en tant que pilote BMW officiel. Donc franchement, bravo avec Charles Weerts et Kelvin van der Linde. Mais c'est vrai que niveau GT, c'est pas mal. Tiens, d'ailleurs, parlons GT aussi, parce qu'on a parlé pas mal de l'MP2 et l'MP2 Pro-Am. On reviendra sur peut-être nos pronostics. C'est risqué, mais on peut essayer. En GT, moi, je vois bien encore une lutte entre Porsche et Ferrari, peut-être, parce que c'était pas. On en a parlé juste avant. Je crois que tu m'as dit que Ferrari était ultra, comment dire, Dominateur. Ouais, dominateur sur cette piste, non, c'est pas Bah, ça? des stats que j'ai pu récupérer sur les 14 éditions, donc les fameuses 14 éditions, le European Le Mans Series, il y en aurait 12, alors j'ai pas tout vérifié, voilà, j'ai compilé ma petite stat, mais il y en a 12 qui ont été gagnés par des Ferrari. Enfin, Ah oui, juste, en GT. Ouais, en GT, ouais, que ça soit GTE ou GT3, etc. quoi. Mais Waouh. ouais, en fait, la seule exception, c'est Proton qui a gagné en 2020 et 2023. Mais sinon, c'est Eh oui. que du Ferrari avec. Alors là, je vais te faire voyager, hein. Parce que du Attends. F-Corse, ça d'accord. Iron Lynx. Ouais, mais moi, je me Vas-y. souviens d'une finale. C'était qui? C'était Miguel Molina, non? Qui avait gagné dans les derniers instants. Il avait fait un final de folie. Je me souviens plus quelle année c'était, mais je me souviendrai toujours de ce final où vraiment ça s'était joué à rien. Parce qu'il y a du Rinaldi Racing, Formula Oui! Racing. Attends, Rinaldi Racing, mais évidemment, il y avait Memo Guidley dans la voiture. Ah, ça, je m'en souviens, j'étais tellement content et heureux de rencontrer Memo Guidley. Ah ouais, oh là là, j'étais tellement content. C'était la seule qui l'a faite. Il y a Pierre Herret quand même dans la voiture, je crois. Ouais. Décidément, c'est un best-of de l'Endurance Club aujourd'hui. Ah, c'est un best-of. Il y a eu aussi en vainqueur du Lusic Racing. Oui, bien sûr, avec Fabien Lavergne, non? Peut-être. Spirit of Race, c'est JMW. Ah, du classique au Ferrari. Ouais. Spirit of Race, ils sont pas mal hein, sur cette piste. À voir ce que ça va donner. Parce que je pense, comme je le disais un petit peu plus tôt, en fait, les pilotes bronze, ils se sentent bien sur cette piste. Et donc, des pilotes bronze qui ont peut-être un petit peu plus de mal ailleurs vont peut-être faire la différence. Tu vois, je pense à un Duncan Cameron, il va peut-être plus se lâcher. Et ça va passer quoi. Donc comme on a Matt Griffin et David Perel juste avec lui, c'est vrai que ça peut être assez intéressant. Moi je verrais bien, allez pourquoi pas, tiens tu vois, je parlais des pronostics, je peux pas m'en empêcher. Hein. Je verrais bien une Aston, tiens. Pourquoi pas l'Aston du Racing Spirit of Le Mans avec Valentin Asclot, Clément Matteux et Erwan Bastard. Je me dis que ça peut peut-être le faire. En plus à domicile, 3 Français, why not quoi. Donc t'écoutes pas du tout ma stat comme quoi Ferrari va probablement l'emporter à nouveau. Quoi. Tu prends un risque. Bah non. Moi je prends un risque. Comme s'il y avait un nouveau vainqueur encore en LMP2, bah voilà, je me dis pourquoi pas avec une Aston. C'est vrai que Ferrari, quand tu vois un Spirit of Race, quand tu vois même Richard Mille à F Corse hein, avec Lilou Wadou, ça peut peut-être le faire, mais je suis un peu moins client avec Custodio Toledo, hein, qui me semble un petit peu tendre sur le premier relais. Ah, par contre, tu vois, je parlais de Miguel Molina, peut-être chez Kessel. Ah, voilà. Je suis partagé, hein. Je suis partagé. C'est bien, ça veut dire que c'est ouvert. De toute façon, on le dit souvent, hein, mais le LMS, c'est vraiment ce côté ouvert et très difficile de faire un pronostic. Bon, tu me diras, le WEC aussi. Hein. On sort d'Imola où, voilà, on a des championnats avec un niveau d'intensité qui est quand même assez dingue, quoi. Ah, ça c'est clair, Et attends, et on n'a même pas parlé de l'MP3 parce que là niveau intensité. Oh là 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 là. Ah bah là 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 là, malheureux. Mais non, mais c'est vrai. Quand t'as Ultimate, tu vois, tiens par exemple, voilà, allez, je vais mettre une petite pièce sur Ultimate avec JB Lahaye, Mathieu Lahaye et avec normalement Louis Stern qui devrait être de retour si sa compagne a bien accouché, si je dis pas de bêtises. À voir, tiens, c'est imminent là, c'est incessamment sous peu, donc on va essayer d'aller à la pêche aux infos. Sinon, ça sera Louis Rossi hein, qui reviendra. Mais Ultimate, ils ont vraiment, vraiment bien géré la course de Barcelone et ils ont eu, malheureusement, dans le dernier relais, une petite perte de puissance. C'est frustrant, mais je les vois bien réussir parce qu'ils ont fait quand même des podiums par le passé ici. Donc, à voir ce que ça va donner. Moi, je vois bien RLRM Sport aussi. Bon, CLX Motorsport, c'est la valeur sûre hein, du LMP3. Et puis, peut-être une équipe du Ken. WTM by Rinaldi Racing, par exemple. Ouais, je regarde aussi la liste. C'est pas évident, quand même. Toi, c'est pas évident. Bon, d'accord. Bah, ouais. Non, ben, je vais faire à la livrée. À la livrée, ça c'est pas mal ça. Non, mais alors pour info quand même, l'année dernière c'était RLRM Sport qui avait gagné avec Nick Adcock, Michael Jensen et Gaël Julien devant Decker Engineering. Voilà, je te donne l'info.
Par contre, du Racing Spirit of Léman, effectivement, je suis assez partant pour faire... Ouais, mais en GT. Non, en LMP3. Ah ouais, tu vois ça. Ah, pourquoi pas? Comme ça, ils font GT et LMP3. Ah oui, bien. Ah bah oui. Alors, pourquoi pas, complet. mais faut que Jean-Ludo Foubert et Jacques Wolf soient prudents, j'allais dire, sur leur premier relais. Alors, pourtant, ils ont de l'expérience, mais c'est vrai que s'il fait chaud, s'il y a du trafic, c'est vrai que c'est pas facile pour vraiment trouver sa place, on va dire. Parce que le LMP3, en fait, c'est peut-être la catégorie aussi la plus difficile, dans le sens où tu as les LMP2 qui te passent très rapidement. Et puis tu dois quand même faire attention aux LMGT3 qui, elles, sont assez rapides dans des portions ligne droite. Par contre, les LMP3 sont meilleurs dans les virages. Donc c'est vraiment une catégorie pas simple non plus pour les pilotes gentlemen, même si c'est la catégorie qui permet d'accéder au prototype, hein, évidemment. Ouais, il y a une cohabitation qui est assez, en termes de temps autour, c'est assez proche. Oui, entre LMGT3 et l'MP3, ouais. C'est peut-être l'un des circuits où la cohabitation est la plus... Enfin, où les temps autour sont les plus proches, non? On va voir ce que ça va donner avec la chicane. Ça va peut-être changer un peu les choses parce que la relance pour les LMP3 est pas mal. Par contre, les LMGT3 peuvent bien monter sur les vibreurs. Donc, on l'a vu d'ailleurs à Imola. Je regarde la qualif de l'année dernière. Ah oui. Voir un petit peu, mais qualif de l'année dernière, on est sur du 1,48-49 pour les P3, 1,56 pour les GT. Ouais, mais tu vois, c'était grande ligne droite, donc là peut-être qu'il y aura un peu plus d'écart, puisque justement les LMGT3 n'auront pas toute cette grande ligne droite pour... Ouais, et puis surtout, ils roulent pas tous encore moins en 1,48 ou 1,49 en course, tous en LMP3, parce qu'il y a quand même des niveaux différents. Par contre, en GT, je pense que oui, le 56, 57, 58, enfin, le temps en moins de 2 minutes, il est jouable. Ok, ça peut être intéressant, ça. Ça peut être intéressant. Ouais, non, je pense que ça va être bien. De toute façon, moi, à chaque fois qu'il y a une course sur le circuit du Castellet, je suis comme un fou. D'autant plus quand c'est le LMS, hein, évidemment. Mais je pense que ça va être assez disputé. Je vois bien quand même en LMP2, tu vois, allez, ça y est, je me lance dans les pronostics tout de suite, hein, tu vois. Non, je vois bien quand même, outre IDEC, mais Panis, parce que ils sont pas à domicile, si tu veux, mais comme c'est TDS qui exploite et que TDS sont souvent au rendez-vous sur cette piste, je me souviens d'une pole d'une voiture justement LMP2 Pro-Am, c'était avec Mathias Bech dans la voiture qui était aux couleurs vaillantes à l'époque. Bon, TDS, je pense qu'ils ont quand même de bons réglages et normalement ça devrait être pas mal. Donc attention, je sais pas qui fera la qualif, si c'est Charles Milesi ou Esteban Masson, mais je pense que ça va envoyer du bois. Ok, eh ben écoute, je te suis. Je pense, hein. Je te fais confiance. Ouais, hein. C'est toi ma boussole sur cette course. En gros, vive les équipes françaises, quoi. D'ailleurs, Cocorico, parce que les deux équipes dont on parle sont leaders du championnat. Hein, premier et deuxième, Idexport et Panis VDS, TDS Racing, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai même pas fait gaffe à ça. Ouais, t'as raison. Et ouais. Donc non, ça va être sympa. Après, j'oublie pas Duquesne non plus parce que le rythme qu'avait Réchad de Gérus, c'était assez incroyable. Malheureusement, petit problème technique qui les a empêchés de terminer. Mais ouais, je vois bien les équipes françaises faire de la résistance à domicile, mais bon, faut jamais bien sûr exclure Algarve Pro Racing avec Lorenzo Fluxa, avec Mathias Kaiser et Théo Pourchère, parce que lui, il sera à domicile pour le coup. Et quand j'ai commenté avec lui en Formule 2, on s'est un petit peu parlé également, et il m'a raconté quand même qu'à Barcelone, c'était passé pas loin pour lui. Je veux dire, il avait un bon rythme, ça s'est pas vu en fin de course parce qu'ils n'ont pas mis de pneus neufs, mais sur le rythme, on va dire, sous drapeau vert, sur un relais, il était plutôt satisfait du travail d'Algarve Pro Racing. Donc je mettrais aussi peut-être un petit outsider en la personne de Théo Pourchère avec ses équipiers au sein de l'Algarve Pro Racing. Ouais, il va être carrément intéressant à suivre. Et puis il y a, c'est aussi une course qui prend un peu la place historiquement de la... Enfin, c'est la dernière course avant les 24 heures du Mans pour les engagés de l'European Series. Tout à fait. Ouais, je pense qu'il y a aussi une petite dose de confiance à aller chercher. Tu vois, de se mettre bien avant le Mans, de marquer des points et de prendre les repères. Je sais pas s'il y a eu beaucoup... Alors, cette stat, je l'ai pas, mais je sais pas s'il y a eu beaucoup de vainqueurs de la course précédant les 24 heures du Mans qui ensuite confirment aux 24 heures du Mans. En plus, je crois que je disais ça dans l'épisode de la semaine dernière où c'est pas parce que tu gagnes comme Ferrari qui a gagné à Imola et qui a gagné avant au Qatar, c'est pas parce que tu gagnes ces deux courses-là que tu as déjà fait la moitié du boulot pour les 24 heures du Mans. Faut tout reprendre à zéro. Non. Mais bon, quand même, je pense qu'en termes de confiance, en tout cas, ça fait toujours du bien. Donc, parce qu'avant, on était déjà, quand je dis avant, c'est
je sais depuis quand ils ont instauré ça, mais avant, en début mai, on avait la journée test des 24 heures du Mans. Elle n'était pas 2 semaines avant la course. Enfin, elle n'était même pas une semaine. Maintenant, elle a une semaine, c'est ça, oui. Ouais. Elle a été 2 semaines avant la course. Maintenant, elle est une semaine avant. Et à une époque, elle était plus d'1 mois avant. Et donc, c'était un peu... C'était ça la répétition, quoi. Après, il te restait 1 mois à attendre avant d'y retourner. Donc là, bah, un peu plus d'1 mois avant le Mans, t'as une course complète, t'as tous les copains avec lesquels tu vas te batailler au Mans qui sont là. Donc, je pense que c'est important aussi, ça. Tu vois, d'être dans la bonne dynamique avant le rendez-vous de la Sarthe. Ben, à voir. En 2020, pour répondre à ta question, c'était justement le cas avec United qui avait gagné les 4 heures et qui s'était retrouvé en très bonne position au Mans, et puisqu'ils avaient gagné justement. Moi, je me souviens aussi de l'équipe Inter-Europol qui avait fait un bon résultat en 2023, qui n'avait pas gagné, mais qui avait réussi à bien se placer et qui avait ensuite gagné au Mans, évidemment, face à l'équipe qui était juste derrière. C'était WRT, je crois. Et puis Inter-Europol, justement, quand on en parle, l'année dernière, ils avaient été très bons face à Cool Racing. C'est LX du coup maintenant. Mais c'est vrai que c'est peut-être des équipes dont il va falloir se méfier. Et est-ce que CLX va tenter de prendre sa revanche aussi? C'est vrai qu'à Barcelone, on sait que l'équipage brésilien, ou en tout cas qui parle portugais, lusophone, c'est ça, avait montré de belles choses. Pipo Derani, Enzo Fittipaldi, Emmanuel Espirito Santo. Donc voilà, franchement, c'est dur de faire un pronostic. J'ai l'impression chaque semaine que c'est ça. Après, c'est vrai que le transfert est pas possible tout le temps, tu vois, parce que en 1983, Max Mamers qui gagne sur une Grac MT14S Simca. Bon, en 24 heures du Mans, j'ai pas souvenir que ça soit pareil. Mais je suis pas sûr que ça soit passé si bien. Après, il y a eu de la McLaren F1, je te disais tout à l'heure, 95, c'est marrant. Là, on est vraiment au début du BPR. C'est peut-être même la première manche du BPR, non? C'est pas là que ça a commencé. Non, c'est plutôt en Asie que ça a commencé. La toute première manche, je sais plus. Mais là, il y en a qui vont... Voilà, je vais me prendre des messages encore. Mais... Ah mince. Non, mais le courrier des lecteurs. Ah oui, la semaine dernière, on en a eu plein d'ailleurs. Ouais, merci. Et du coup, non, mais c'est... Non, il n'y a pas de transfert à faire, mais j'aime bien apporter cette petite notion, cette petite touche, tu sais, psychologique, ou en tout cas le petit truc qui peut faire la différence quand même pour la confiance des pilotes, quoi. Parce qu'ils sont tellement maintenant à un haut niveau de préparation physique et mentale que parfois c'est aussi dans ces trucs-là que ça fait la différence. Alors, bon, un LMP2 peut-être un peu moins qu'en hypercar, mais encore que. Quand tu me dis que t'as quand on voit qu'il y a des pilotes comme Théo Pourchère qui sont à l'MP2, Théo Pourchère, il a pas grand-chose à envier. Il y a pas mal de pilotes qui sont en hypercar, ou en tout cas, il est dans le même... il est du même pédigré, quoi. Donc ouais, je pense que, tu vois, il y a un vrai truc comme ça à trouver. Ah bah ça... Je leur poserai les questions aux 24 heures du Mans. Ah, mais je veux mon neveu. Ah, on aura peut-être un ou deux pilotes quand même aux 24 heures, on va essayer. L'Endurance Club va s'exporter au Mans en juin. Essayer d'avoir des réponses. On aura des réponses, mesdames et messieurs. Ouais, carrément. Non, mais c'est vrai que j'ai déjà hâte qu'on y soit là dans quelques jours dans cette épreuve, donc deuxième manche de la saison. J'espère qu'il y aura peut-être, je sais pas, un petit peu moins de neutralisation, j'allais dire, mais d'un autre côté, c'est pas mal aussi quand on regroupe les choses. Je suis partagé là-dessus. Je suis partagé parce qu'à l'américaine, c'est sûr que les finishes sont toujours géniaux, mais c'est un peu aléatoire et surtout un peu artificiel. Là, en Europe, j'aimerais bien qu'il y ait des stratégies un peu différentes. Tu sais, qu'on change les deux pneus d'un côté, extérieur, ou qu'on change pas le pneu et qu'on essaie de faire un double relais. Enfin, là, il va y avoir peut-être des choses un petit peu différentes. Je me souviens de l'année dernière où les ailettes, tu sais, les dive planes, là, devant le... Je parle des LMP2. Ah, merci. Je parle des LMP2 qui sont doubles ou simples ou pas du tout. Bon, généralement, on en met quand même une. Et ben là, en fait, c'était justement le cas pour Inter-Europol. Ils avaient mis une seule dive plane au lieu de deux. Et donc, ils avaient plus de vitesse de pointe et ils pouvaient passer plus vite sur un temps autour. Et ils faisaient pas le chrono au même endroit. Sauf que là, est-ce que le fait qu'on ait la chicane va forcer les équipes à toutes avoir la même stratégie? Je ne sais pas. En tout cas, au niveau des pneus, c'est vrai que c'était un peu risqué. Certains tentaient de faire le double relais et puis au bout du compte, ils avaient peut-être une délamination parce que les pilotes allaient très loin sur les vibreurs et ces vibreurs, en fait, ici au Castellet, sont vraiment très découpants, enfin tranchants. Ouais. Donc c'est ce qui expliquait ces petites problématiques. Donc on va voir, mais je ne sais pas si c'est pour le spectacle bien ou mal. Je le saurai certainement, évidemment, dimanche. Mais voilà, je sais pas trop comment penser, en tout cas je suis très heureux qu'on aille au Castellet. Mais non, mais c'est pas mal ce que tu dis, le côté... effectivement, l'année dernière, je me souviens que cette manche du Paul Ricard, avec Inter-Europol qui avait
osé, on va dire, une stratégie différente. C'est l'ingé en fait de la voiture qui tente des trucs, quoi. Et ça, je trouve ça génial parce que dans une formule monotype où il y a que des qui est devenu monotype en tout cas. Qui est devenu monotype, ouais, où il y a que des Eureka, bah parfois la prise de risque paye pas, mais parfois elle peut quand même être payante. Et là, c'était le cas. Enfin, je trouve ça. Et il m'avait raconté, Tom Dillman, que l'ingé faisait pas ça du tout par hasard. C'était pas genre, tiens, tout le monde met des rapports de boîte longs, nous on va mettre la boîte courte, ou tiens, tout le monde met 2 éléments des héros, nous on va en mettre un. Enfin, en fait, il fait pas ça pour faire son intéressant, quoi. C'est vraiment un choix. Et il m'avait dit, l'ingé, il fait ses simulations, il regarde, et quand il se pointe sur le circuit, il a pris sa décision, quoi. Et après, bah, nous on suit, et voilà. Ouais, c'est cool. Ouais, non, mais c'est vrai que t'as ce côté boîte de vitesse, t'as raison aussi, parce que l'année dernière, il y avait eu des petits problèmes à ce niveau-là, et bah, notamment Cool Racing et une des 2 Inter-Europol. Là, cette année, je sais pas si ça va laisser la place à la stratégie alternative d'avoir une boîte plus longue, parce que il y a cette fameuse chicane et qu'il faut s'en extraire de bah, tu iras demander quand tu vas arriver au casse, tu iras voir, c'est Andy Coller, j'ai retrouvé son nom, tu vois, qui est le responsable. Pas mal. Qui est responsable, qui est directeur technique chez Inter-Europol, et c'est lui qui apparemment... Et je crois que Tom Dillman le connaissait pas mal parce qu'il était dans une équipe où il a roulé en monoplace avant. Ah, intéressant. Tu vois, il y a des trucs, des chemins qui se croisent. Et ah, donc, bah c'est sûr. Non, mais moi je trouve ça cool, même si j'ai dit aussi que je trouve ça compliqué quand les courses sont trop, tu sais, sur de la stratégie, sur des réglages, sur machin. Oui. Et ça, c'est quand même... Enfin, quand tu as l'information, c'est pareil, tu l'as très bien dit. C'est ça. Quand on a accès à l'information et quand on le sait, du coup on peut comprendre, on peut avoir une bonne lecture de la course. Putain, c'est passionnant de voir ça, quoi. Enfin là, savoir que l'année dernière, ça s'est notamment joué à ça, c'est intéressant. Ouais. Ah non, mais complètement. C'est vrai qu'il y a plein de choses à voir. On n'en est qu'à la 2e manche sur les 6 au programme, mais c'est vrai, comme tu dis, il y a un petit côté important aussi avant les 24 heures du Mans où... Bah ouais, non, mais c'est vrai que il va falloir aussi se montrer un peu, et bah, les 24 heures du Mans, mine de rien, tu te dis quand même que tu as envie de bien performer et qu'il y a la fameuse ligne droite. Alors, l'année dernière, peut-être que c'était plus représentatif avec cette ligne droite du Mistral. Cette année, c'est peut-être un petit peu moins le cas, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Et moi, je vais surveiller bah voilà, toutes les équipes qui sont engagées au Mans. Tu vois, il y en a 17, je crois, cette année, on avait dit, au lieu des fameuses 15 qu'on attendait. Pierre Fillon a été coquin avec nous. Il nous avait pas dit le nombre d'engagés. Ouais. Mais ouais, j'attends Iron Lynx, TDS Racing, on en parle ça, avec Rodrigo Sales, avec Esteban Masson, avec Oli Gray, pardon. Et attends, je me trompe. Oli Gray, Esteban Masson, pardon, et Franck Pereira. Ça va être génial aussi. Chez Panis, TDS. Donc ça va être intéressant. Rodrigo Sales avec, on imagine, Mathias Bech, je pense. Là, tu m'as perdu. Là. Ben non, mais et Clément Novalak. Non, mais j'imagine, mais c'est vrai que ça n'a pas été officialisé en tout cas. Mais voilà, je vais suivre ça. IDEC, bien évidemment, bien sûr. Et on va voir si Algarve est au rendez-vous justement dans le sud. Une course qui leur a toujours bien souri. D'ailleurs, qui avait là aussi, un petit peu à la manière de Jamie Chadwick, vu une femme monter sur le podium. T'en souviens ça de Sophia Flörsch avec Ben Viscal? Exactement. Ouais, bah, j'y étais, je m'en souviens bien. Non mais carrément. Ah ben voilà. Mais je me souviens qu'on avait commenté ensemble, monsieur. C'était pas là, mais c'était oui, mais on a déjà commenté. Comment ça, c'était pas là? Non, je pense pas que c'était l'année où Sophia Flörsch a fait son podium. Mais on a fait ensemble des commentaires, c'est vrai, là-bas, je m'en souviens. Bien évidemment, bien évidemment. C'est important. Non mais voilà, donc en tout cas rendez-vous pour ceux qui sont dans le coin dès le vendredi, ça serait pas mal. Et puis sinon à partir de samedi, dimanche, gros programme en perspective. On commence toujours par la Ligue Européenne Series, t'as la Michelin Le Mans Cup, puis la qualif LMS, la course Michelin Cup le samedi soir, la soirée rooftop que je ne pourrais pas faire. Ouais, non, pas tout faire. Allez, je vais essayer quand même d'y aller un petit peu. Non ? Crois pas. Bon, bref. Demande à ton employeur. Faut qu'il te donne l'autorisation d'y aller. Ah bah non, mais l'autorisation je l'ai, mais c'est surtout le lendemain, faut se lever quoi. C'est le problème. Oui. Ah voilà. Ah ben voilà, c'est ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Et puis le dimanche, donc début de course à midi, prise d'antenne sur le YouTube de l'ELMS en français, mesdames et messieurs, parce qu'il y a français et anglais, mais en français, à partir de 11h30. Donc voilà, le rendez-vous est donné, et puis on saura qui aura fait la différence justement sur ce beau tracé du Castellet.
Bon, bah du coup, c'est quoi ton actu? C'est évident, c'est que t'es là-bas, quoi. Je crois que je serai au Castellet. Ok. Bah déjà, le week-end passé, j'étais au Grand Breton historique, c'était juste génial et bah, moi je kiffe de toute façon cette ambiance. Et puis ben forcément, allez, retour au Castellet. C'est quand même dingue, hein, back to back, tu vois. Une Ouais. semaine dans le sud, bim, une semaine dans le sud encore. Voilà. Ça au moins, ça c'est parfait. Et j'y retournerai, je crois, je sais même plus, c'est quoi mon planning c'est une autre actualité, ça. C'est quoi mon planning? J'essaie de me souvenir de ce que je fais. Ouais, ça tu le fais tout seul, hein, ça t'as pas besoin de t'enregistrer. C'est ça, c'est ça. Mais non, j'y retournerai en fin d'année, je crois, au Castellet, pour notamment les 2 tours d'horloge. Mais ça, c'est plus le côté historique. Tu vois, toi, tu as le côté Peter Otto Ouais, ouais. historique, et moi, j'ai le côté aussi V2V et 2 tours d'horloge. Bon, bah bien. Bon, et toi, c'est quoi ton actu? Alors, tu vas regarder attentivement les 4 heures du Castellet? Ouais, bah écoute, mon actu, c'est que la semaine dernière, alors au moment où on avait enregistré les briefs d'Imola, je le savais pas, mais dans le numéro d'Auto Hebdo de la semaine dernière, donc le 2509 pour être précis. Je sais pas Ouh, comment c'est vous allez précis. pouvoir faire pour mettre la main dessus, sauf si bah, vous pouvez vous abonner en ligne, mais j'ai fait Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, carrément, il y a des formules d'abonnement qui sont pas chères parce que c'est que tu peux choisir par exemple de t'abonner que à la version numérique, donc Oui. c'est assez économique, on va dire. Et donc j'ai fait un covoiturage avec Christophe Van Riet, qui est le patron propriétaire pilote de JP Motor. C'est une structure belge Ah qui est, oui. euh, qui est spécialisée dans la préparation de voitures pour les événements historiques. Donc c'est pour ça fait un lien avec ce qu'on se raconte. Pas Avec mal. historiquement une grosse spécialisation, tout ce qui est italienne, enfin surtout Ferrari de prestige, mais pas que. Il roule souvent en Cobra ou en Mustang. Et donc voilà, j'ai fait un covoiturage avec lui à l'occasion de ma virée à Barcelone avec Peter Otto. Et c'est assez sympa parce qu'il raconte tout son parcours, comment il en est venu au sport auto alors que dans sa famille, ils n'étaient pas forcément là-dedans. Et puis voilà, vu qu'il est belge, bah, il est cool et donc il raconte plein de trucs. Exactement. Il y a une bonne ambiance. Enfin voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec lui. Donc il y a un 6 pages assez complet avec de belles photos de la Cobra qu'on a été posée à Barcelone qui surplombe le circuit. Tu sais, il y a une espèce de vue un peu panoramique. Il y a un endroit, une zone Ouais, c'est vrai. spectateur. Donc on lui a demandé de venir avec la Cobra pour faire des photos là-bas. Donc c'est assez cool, quoi. Oh là là. Voilà. C'est pas mal du tout. Ah ouais, ah j'aime bien, j'aime bien. Bon bah voilà, en tout cas les Belges sont très sympas et c'est vrai que là on va voir ce que Sarah Bovy va faire. Est-ce que Sarah Bovy avec Mitchell Gatting et Célia Martin vont réussir à faire le coup double parce que mine de rien c'est elles, hein, qui se sont imposées à Barcelone, les Iron Dames, face à la Ferrari du Kessel. Donc on va voir. Et puis Escalesio Picariello qui est chez Proton cette année avec Matteo Cressoni et Claudio Schiavoni vont confirmer aussi la bonne prestation des Porsche. On va voir. C'est vrai que c'est ce que tu nous as dit, un Proton qui Ouais. a gagné à 2 reprises, peut-être la passe de 3, soit avec les Iron Dames, soit avec la voiture numéro 60. Mais en tout cas, c'est assez ouvert. Voilà, donc ça va être très sympa et on va se régaler. Voilà, je le dis et j'espère que vous serez au rendez-vous, que ce soit sur place ou devant YouTube et sur votre télévision. Mais si vous êtes sur place, n'hésitez pas à me le dire. Sur les réseaux sociaux, je reste ouvert. Il y a les courriers du lecteur et il y a les messages sur les réseaux sociaux. Tu Voilà, vois, c'est ça. On ouvre partout. Ouais. Voilà, exactement. Et puis n'hésitez pas évidemment à réagir comme vous le faites sur les commentaires YouTube et puis sur les plateformes de podcast. Alors sur Apple Podcast, on peut mettre un commentaire, pas sur Spotify. Si, Donc si, bon, maintenant, on on peut peut mettre mettre des des étoiles. commentaires sous les épisodes, sous chaque épisode dans Spotify. Ah bon, je n'ai même pas Ouais, vu la notif. Ah bah depuis très bien. peu. Bah écoute, en tout cas, les podcasts que je suis, alors peut-être que c'est limité à certains podcasts, mais je crois pas. Sur Spotify, j'ai vu que je pouvais laisser un commentaire sous le Floodcast ou Sympa. sous voilà, les trucs que Ou sous j'écoute. trajectoire? Sous trajet. Ça me parle pas, ce podcast. Ah, je connais pas trajectoire, Très je ne bons sais pas. épisodes, pourtant, tu devrais aller les voir, mon petit gars. Non, mais ouais, Et je on crois qu'on savait peut bien faire que ça. un épisode sans Pierre Herret et sans Ah Henri ouais. Pescarolo n'est pas un épisode de l'Endurance Club, je vous Ouais. le dis. Ah, surtout quand on est dans une preview comme ça, où bon, voilà, on est un peu plus Oui, léger sur l'approche évidemment. sportive, quoi. Donc, ouais, carrément. Bon, n'empêche que Henri Pescarolo a quand même, par l'intermédiaire de son équipe, gagné, je le rappelle, en 2011, hein, avec Emmanuel Collard, Christophe Tinceau et Julien Jousse. Donc Waouh. Ouais. c'était normal d'évoquer Henri Pescarolo, bien sûr. C'était normal, Nato. Exactement. C'est exactement comme en 2018. Bon, et ben merci Geoffroy, c'était Un encore un plaisir. plaisir, voilà. Bah ouais, carrément, Un plaisir ton un petit peu partagé. plus léger, des pronostics, en veux-tu, en voilà. Bon, j'espère qu'on s'est pas trop gouré. Sur le WEC, c'était pas mal.
Là, sur le LMS, c'est beaucoup plus ouvert, donc beaucoup plus risqué. Donc, on a de grandes chances de se planter. Ah bah on fera le point, on verra. Ouais. Non, victoire française. Allez, cocorico, mesdames et messieurs. Dans quelques jours, donc en fin de semaine, on se retrouve pour en discuter. Enfin, plutôt la semaine prochaine, on en discute. Mais en cette fin de semaine, on sera tous les yeux rivés sur les 4 heures du Castellet. Donc, deuxième manche de la saison de l'Européen Le Mans Series. Et ben, on vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Vous connaissez l'adresse maintenant. Même lieu, même heure. Je ne connais pas l'heure, mais même lieu, en tout cas, sur les plateformes de podcast, sur YouTube, pour l'Endurance Club. Voilà, si vous voulez faire partie du club, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Très bonne journée, soirée, nuit, ce que tu veux, Geoffroy, mais en tout cas, à très vite. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.